Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième podcast Base Call. Je suis toujours avec mon collègue Antoine Raymond qui est là. Bonjour Antoine, ça va? Bonjour, salut Louis-Martin, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Bon retour en cette deuxième semaine. Notre premier podcast a quand même assez bien été. On était un peu long la semaine dernière, donc on va tenter d'être plus tight, comme on pourrait dire en bon français, cette semaine. On va parler entre autres de nos prédictions. Du MVP, du Cy Young et puis des recrues de l'année dans les deux ligues. On va aussi essayer de vous proposer des joueurs qui sont clairement à l'extérieur, je dirais, des choix qui ont été faits dans les poules jusqu'à maintenant. Des gens qui se retrouvent probablement, des joueurs qui se retrouvent sur le ballottage et que vous pourriez peut-être aller chercher pour vous renflouer un peu. Il y a déjà beaucoup de blessures. Et à la fin, on va parler de certaines stratégies qui pourraient être employées pour justement lancer votre pool de bonne façon en ce début de saison. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur draft, mais éventuellement aussi pour ceux qui feront peut-être des poules de demi-saison ou qui en font peut-être même à la maison pour le plaisir avec des amis de façon assez restreinte. Donc Antoine, je vais te laisser la parole, puis on s'en va tout de suite du côté de nos prédictions pour cette année. Du côté de la Ligue nationale de baseball, on sait qu'il y a des paris aussi qui se font sur qui sera le meilleur joueur, qui sera le meilleur lanceur et qui sera le meilleur joueur recru. Mais de ton côté, j'aimerais avoir tes choix. On va y aller un peu à tour de rôle. Donc, lance-toi donc au tout début avec le MVP, le Most Valuable Player, le joueur le plus utile. Et non nécessairement le meilleur joueur, mais le joueur le plus utile à son équipe. Exact. Pour la Ligue nationale, pour le MVP, je pense que il y a personne qui va être surpris. Si quelqu'un a écouté le podcast la semaine dernière, ne sera pas surpris avec mon choix de cette semaine. Euh, je m'influence quand même un peu du fait qu'il y a un début de saison absolument exceptionnel, mais je vais y aller avec Mookie Betts. Mhm. Je pense qu'il est dû pour être un des très peu nombreux joueurs qui ont gagné le MVP dans l'Amérique et dans la nationale. Euh, je pense que c'est son année, tout simplement. Puis on a tellement élaboré là-dessus la semaine dernière. J'ai pas vraiment le choix Ouais. Ben, de moi aussi, c'est continuer. mon choix, alors on va pas s'obstiner là-dessus. Tout simplement parce que je pense qu'Acuna va avoir encore une saison exceptionnelle, mais Mookie, avec sa transition en plus à l'arrêt court, il vient d'offrir un autre niveau d'utilité à son équipe et je pense vraiment qu'il va, si les Dodgers vont en quelque part cette année, il devrait y aller, j'espère, eh ben, ce sera grâce à Mookie, qui est superbement bien protégé aussi par Freddie Freeman, donc c'est un dynamique duo extraordinaire. On peut dire qu'on a presque deux MVP dans le club et Mookie devrait, étant le plus athlétique et étant le plus diversifié des deux, aller chercher cette année l'honneur. Donc, on n'a pas disons, de problème avec Mookie Betts déjà pour commencer. Du côté du Cy Young, tu y vas de quel côté, toi, avec pour la Ligue nationale? Écoute, pour la Ligue nationale, j'ai évidemment pensé à Strider longtemps. Euh, bon, je vais y aller avec un autre. Il n'y a pas eu un bon match hier, mais je vais y aller avec Logan Webb. Hmm. Euh, selon moi, je comprends pas comment un frappeur peut lancer une de ses balles. Je veux dire, on Un la frappeur voit pas. Ça. peut frapper une de ses balles, oui, c'est ça. Oui, oui, Ouais. oui, oui, excuse-moi, comment on peut frapper une de ses balles, mais on la voit pas. C'est la même chose à la télé. Quand on la regarde, on la voit pas la balle. Je me dis, Hmm. OK, ben, comment eux, ils peuvent faire sur le terrain? Ça, pour un lanceur, c'est une qualité, là, un peu comme à la QSL, là, justement, là, c'est vraiment la toute dernière minute que la balle sort de la main. Je trouve que c'est un lanceur intéressant. Là, comme je te dis, hier, il n'y a pas eu une bonne partie. Là, Mhm. j'essaie de pas trop me fier à la première semaine, à part pour mon Kibet. J'essaie de Oui, pas oui, trop mais bon, ça l'a dit. me pour mes choix. J'y vais avec Logan Webb, que je trouve que c'est un choix quand même logique, qui a une très bonne saison la saison dernière. Ouais, c'est un Et, excellent choix parce que Logan Webb est un lanceur intelligent, de finesse, il peut faire à peu exact. près tout. Alors, si c'était de côté sentimental, j'irais avec Logan Webb. Cependant, moi, je vais y aller avec Strider. Pourquoi? Parce que Strider, l'an dernier, aurait dû, à mon avis, gagner. Il a Mhm. dominé dans toutes les statistiques avancées ou presque pendant l'année. Il a perdu Cy Young finalement sur sa moyenne de points mérités. Et c'est un peu drôle parce que, évidemment,
à l'époque, on utilisait la moyenne de points mérités, mais on nous disait qu'aujourd'hui, en 2024, ça ne compte plus vraiment. Eh bien, l'an dernier, malheureusement, Strider, même s'il avait toutes les statistiques de son côté, n'a pas remporté le Cy Young. Je pense qu'il y aura, s'il a une saison, une excellente saison, il a l'air bien parti pour ça, je pense qu'on va lui donner cette année, ne serait-ce que parce qu'on voudra peut-être s'excuser de l'an passé, et aussi c'est que c'est un lanceur tellement dominant que les gens qui votent habituellement sont assez impressionnés par les retraits au bâton, ce qu'on appelle le whip aussi, le nombre de joueurs qui vont sur les buts à chaque manche, et le fameux FIP là, qui l'an dernier était extraordinaire, c'est-à-dire la moyenne de points mérités, mais indépendante des joueurs sur le terrain. Donc, peu importe dans quelle équipe on le mettrait, Spencer Strider, ben, il aurait la meilleure moyenne de points mérités des majeurs. Alors, il faut vraiment regarder comment ça va se passer cette année, mais je pense que Spencer peut faire une belle année. Mais Webb, ça va toujours rester un de mes favoris. J'essaie de regarder tous ses matchs et je l'ai avec grand plaisir dans mon pool, même s'il est moins payant que Strider, évidemment. Recrue de l'année, Antoine, tu irais où, toi? Écoute, j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre Yamamoto des Dodgers, qui lui aussi n'a pas un très très bon départ, mais on voit le potentiel, clairement. On voit qu'il va bien lancer dans le baseball majeur, là, qu'il a besoin de prendre un peu son envol. Puis ça va avoir l'air niaiseux, mais t'arrives de 12 heures de décalage dans complètement un nouvel environnement, avec un interprète, avec un da-da-da-da-da. Tu sais, ça fait c'est pas beaucoup, simple. pour un début de saison. Là. Mais je vois un beau potentiel en lui. Sinon, c'est Jackson Chourio de Milwaukee qui a d'ailleurs frappé son premier coup de circuit aujourd'hui, là, au moment où on enregistre. Qui est, on s'en est parlé un peu hors d'onde, là, mais qui est une bête, là, absolument. Là, quelqu'un qui peut absolument, et qui peut tout faire aussi sur un terrain de baseball. Fait que moi, j'hésiterais un peu entre les deux là, pour ce prix-là. Moi, je vais. Je vais aussi rajouter, en ce moment, on est en train de faire des prédictions pour la recrue de l'année, mais elle joue peut-être même pas encore dans le baseball majeur. C'est peut-être Paul Skeens qui s'en vient, qui sait. Oui, il y a un joueur qui peut arriver en mai puis tout casser jusqu'à la fin de l'année, puis c'est lui qui va être nommé finalement à la fin. Fait que, c'est sûr, pour le joueur de recrue de l'année, je trouve ça toujours un peu plus difficile parce que le joueur est peut-être même pas encore. Mais ça reste deux bons choix. Moi, j'y vais pour Chourio, tout simplement parce que je pense que c'est une sorte de tout jeune Mookie Betts. C'est vraiment un joueur qui va tout faire sur le terrain. Et bon, j'espère que le choix ne sera pas politique, là, mais grosso modo, je pense que du côté de Yamamoto, bon, évidemment, la règle veut qu'un lanceur, même s'il est lancé professionnel pendant 8 ans auparavant, est toujours une recrue dans le circuit. Mais je trouve que ça serait beau de voir un véritable jeune de 22 ans comme Chourio soulever le trophée à la fin de l'année. En tout cas, on verra, mais chose certaine, Yamamoto déplace les foules, il va falloir le regarder lancer, et Chourio, même s'il est à Milwaukee, il est un peu, il n'est pas nécessairement sous les projecteurs, c'est tout un joueur de baseball, il faut vraiment le suivre à partir de cette année, et on voit pourquoi là, les Brewers ont fait de la place pour un gars comme ça, il faut que ça joue à tous les jours. Ligue américaine, on s'en va, pourquoi pas, on va faire l'inverse, on retourne en Ligue américaine, mais là, on s'en va du côté de la recrue de l'année là-bas. Qu'est-ce que ça dit de ton côté? Ou je peux commencer. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on en avait parlé, puis on a deux joueurs qui, sans se ressembler, en tout cas, cohabitent très bien ensemble. Moi, de mon côté, j'ai choisi Wyatt Langford. Évidemment, parce que en regardant de près, il n'y a pas tant de compétition en lien avec un joueur comme lui, qui est capable de déjà peut-être faire une trentaine de circuits à sa saison recrue. Wyatt Langford, si vous ne le connaissez pas, c'est un des prochains frappeurs de puissance de la Ligue américaine, sinon du baseball majeur. C'est quelqu'un qui a un scouting extraordinaire, à peu près 70 là, sur la puissance. Donc, s'il est capable de vraiment évoluer avec un bon œil au bâton, puis laisser aller de temps à autre les lancers qui ne sont pas dans la zone des prises, il va vraiment avoir vraiment beaucoup
beaucoup de succès. C'est quand même un gros bonhomme, 6 pieds 1, 220, 225 livres, et il a un haut du corps assez exceptionnel, là, de type Rhys Hoskins et compagnie. Donc c'est vraiment un frappeur de puissance, pas nécessairement extraordinaire dans le champ, n'a pas vraiment un très bon bras non plus, mais c'est quelqu'un qui va aider les Rangers pour très 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 longtemps, et ils l'ont gardé dès le début de l'année pour le faire jouer tout de suite cette année et lui donner du temps régulier pour qu'il puisse s'améliorer puis faire partie des succès de l'équipe. Donc moi, j'y vais avec Wyatt Langford, mais je sais que toi, ton choix est pas piqué des verres non plus. Puis en plus, c'est quelqu'un qui a déjà un peu fait ses preuves l'an dernier. Ben, c'est ça. En fait, moi, je fais avec Evan Carter. Premièrement, parce qu'il y a eu des séries absolument phénoménales. Mm-hmm. Personne ne s'attendait à ça. Il a clairement aidé les Rangers à gagner la série mondiale. Mm-hmm. Euh, Quand tu es capable d'être aussi clutch, aussi vert, Ouais. il y a quelque chose pour moi qui est peut-être un peu intéressant à ce niveau-là. J'ai essayé d'aller le chercher dans le pool, j'ai pas été capable, il sort très rapidement. Euh, je pense que le classement de Yahoo classait le 80e, là, ce qui est quand même pour une recrue Ouais, c'est qui, haut. Mm-hmm. en fait, qui est bas, je trouve. Non, c'est Ben, ça. je veux Non, dire haut dans le sens, oui, c'est ça. oui, 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 c'est ça, exact. On se comprend. Mm. Puis c'est un joueur que je trouve intéressant, qui a un bon bâton, qui est pas mauvais en défensive, qui peut vraiment amener quelque chose aux Rangers là, pour l'année au complet. Euh, Une Moi, encore une meilleure valeur selon moi, encore plus dans la vie de tous les jours sur le terrain que dans un pool, c'est-à-dire que il fait beaucoup plus de choses que ce qu'on verra dans les lignes de statistiques à la fin. Donc, ce qui sera peut-être pas nécessairement le cas de Wyatt Langford. Donc, si on aura à choisir entre les deux à la fin, ce serait particulier d'avoir les deux coéquipiers meneurs et bon deuxième pour la recrue de l'année. Ben, je pense que, en tout cas, du côté de Carter, il faudra regarder au-delà des statistiques qu'il aura pu amasser. Bon, étant DH pour l'instant, Langford peut pas trop faire quoi que ce soit d'autre sur le terrain, mais Carter peut justement jouer en défensive, peut courir quand même de façon très, très respectable. Puis on va voir comment ça va se passer de ce côté-là. Du côté du Cy Young dans l'américaine, alors de ton côté, tu y vas vers quoi? Est-ce que c'est une valeur sûre ou tu vas avoir une petite surprise comme moi? c'est encore une petite surprise et je j'enlève encore la première semaine de jeu parce que ça s'est pas bien passé pour lui. Mais j'ai sous mon radar Luis Castillo. Je pense que c'est Mhm. peut-être une année où il pourrait enfin être reconnu à sa pleine valeur, dans le sens où c'est souvent un lanceur qui va être repêché. Oui, c'est souvent un lanceur qui va être repêché quand même tard par rapport à ce qu'il amène à son. Mhm. Je l'ai déjà repêché dans un pool il y a, je pense, 2 ou 3 ans, quelque part en 9e ou 10e ronde. Ça donne une idée pour un lanceur de sa qualité. À l'époque des Reds, ça. Ouais. Oui, c'est dans le temps où il Mhm. jouait avec les. Euh, Écoute, il y a eu une super belle année l'année dernière. Là, il n'y a pas un bon début de saison, mais c'est un lanceur que j'appelle qui fait autant des retraits sur bâton que des ground balls. Mhm. En français, c'est quoi le terme, Martin? Tu veux dire des roulants? Euh, Faire frapper oui, des des roulants? roulants, Oui, exactement. exactement. Euh, il me fait des fois penser un peu à Dallas Cockle, Mhm. c'est très lui, mais avec plus de quai un petit peu. C'est un peu plus Oui, ben de. parce que même si Dallas Keuchel a déjà fait des saisons de 200 retraits, c'était assez particulier. C'était toujours avec des courbes et puis des balles qui n'étaient pas Exact. nécessairement des balles rapides. Et Keuchel, je pense, même s'il a eu une bonne carrière, n'avait pas le gabarit, la force, la puissance de Castillo. Ouais. Ah non, c'est ça, exactement. Mm. C'est un peu là où je m'en vais, où je voulais aller avec mon commentaire. Donc, pas un bon début de saison, mais Mais quand même, tout un une candidat. semaine après une semaine, Mm. on s'entend que. C'est pas pour lui on- que j'ai mis mon chandail des Mariners avec la Non, casquette vintage. C'est plutôt pour mon MVP. Je vends la mèche un peu d'avance. Mais Castillo sera sûrement dans le top 3 à la fin de l'année. Et moi, j'assume d'y aller avec une surprise. Il est peut-être probable qu'il ne sera pas le Cy Young à la fin de l'année. On verra. Mais je pense que toute l'année, il faudra regarder lancer Tarek Skubal.
Pourquoi? Parce que Tarik Skubal est jusqu'à maintenant le meilleur lanceur depuis la pause du match d'étoiles de l'an dernier dans le baseball majeur, pas seulement dans la Ligue américaine. Il est côte à côte avec Spencer Strider, autant pour la moyenne de points mérités, les retraits sur 3 prises et puis justement le fameux whip. C'est un lanceur qui a attendu longtemps son tour. Il a été blessé autant comme autant et vraiment là, on sent que cette année, il est prêt et il devrait pouvoir nous faire une saison complète. J'ai hâte de voir comment un lanceur comme lui, qui a des balles extraordinaires, va pouvoir faire sur une saison complète. Maintenant, il y a le danger de la blessure, il y a le danger qu'il ne fasse pas tous ses départs, il y a le fait qu'il joue avec les Tigers, qui, je crois aux Tigers, mais jusqu'à un certain point. Alors, est-ce qu'il aura assez de matchs remportés pour pouvoir prétendre éventuellement au Cy Young? Mais je tente ma chance avec le meilleur lanceur depuis, disons, au moins le mois d'août ou septembre l'an dernier dans le baseball. Et puis, il a très bien commencé sa saison. En tout cas, on verra qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'y vais pour Skubal. Et puis, du côté du MVP, avant d'aller avec ton choix à toi, je montre mes couleurs et j'y vais avec Julio Rodriguez. Je pense que ce bonhomme-là est un des meilleurs joueurs du baseball. Il est probablement sans aucun doute dans le top 5. Personnellement, je crois que je le mets dans le top 3 avec Acuna et puis Betts. C'est vraiment quelqu'un qui fait tout sur le terrain. Il est un tout petit peu... évidemment, sur la côte ouest, on le connaît très, très bien. Ici, sur la côte est, il est moins populaire. On le connaît un tout petit peu moins, malheureusement. Mais Julio Rodriguez, si jeune encore, est capable de vraiment tout faire. C'est un gars qui peut nous faire facilement 40 circuits, 40 buts volés, en plus d'être exceptionnel en défensive. Vraiment un joueur d'avenir, assurément pour les Mariners. Il est quand même deuxième, et mon choix n'est pas très, très original, là, parce qu'il est quand même deuxième chez les preneurs au livre, là, si vous voulez miser quelque peu sur qui sera le MVP cette année. Il est deuxième derrière Juan Soto, donc c'est pas un choix complètement fou. Et puis, c'est tout un joueur. Donc, assurez-vous de le voir cette année. Manquez pas Julio Rodriguez, puis moi, ce serait mon choix. Toi, de ton côté, tu t'en vas vers quoi, Antoine? J'y vais et tu vas comprendre ma démarche. J'y vais avec un collègue de Yohan Soto. J'y vais avec le bon vieux Aaron Judge. Ah oui, OK. Ouais, et je t'explique pourquoi. Je suis allé sur Baseball Reference un peu plus tôt pour regarder ses saisons. Mm-hmm. Il y a vraiment une saison où il est un peu blessé, un peu moins efficace, une extraordinaire saison. Une saison où il est un peu blessé, moins efficace, une extraordinaire saison. Et là, l'année dernière, il y a une saison, disons, coup-ci, coup-ça. Il y a quand même, ça reste Aaron Judge. Ouais. Mais je le vois peut-être faire une cinquantaine de coups de circuit cette année. Mm-hmm. C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Ouais. Et donc, avec Juan Soto devant lui, on pourrait s'attendre à 120, 130 points produits, peut-être même. Exactement. Donc, j'y vais de ce côté-là. Je sais que au niveau des preneurs au livre, là, il n'est pas du tout dans les favoris cette année. J'y vais avec mon feeling, avec ce que je comprends très bien. J'aurais pu aller avec Rodriguez aussi, parce que je trouve que c'est un excellent choix. Il y en avait plusieurs autres, mais j'y vais avec ce que je pense qui pourrait arriver. Puis j'ai l'impression qu'Aaron Judge pourrait avoir vraiment une excellente saison. Les Yankees sont super bien partis en plus. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et Aaron Judge, selon moi, personnellement, la seule chose qui ne met pas dans le portrait, c'est vraiment le fait que j'aurais de la misère à donner le MVP à quelqu'un qui revient avec le bâton sur l'épaule 180, 190 fois par année. Ça serait dur pour moi de considérer qu'il est vraiment extrêmement utile à son club. Comme pour Soto, quelqu'un qui vraiment une défensive aussi poreuse. J'aurais de la misère à lui donner le MVP, mais ce sont deux frappeurs incroyables et ils sont capables de faire tellement plus que la grande majorité des frappeurs. Ils pourraient se démarquer l'un ou l'autre seulement avec le bâton. Et ça, dans ce contexte-là, cependant, le juge est loin d'être un manchot en défensive. Même s'il n'est pas le plus mobile, il a un très bon gant et puis il a des bonnes lignes de course. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait facilement aussi partir avec le MVP. De toute façon, est-ce qu'il ne l'a pas été il n'y a pas si longtemps? Alors, ça serait juste répété dans son cas. C'est ça, il l'a gagné il y a 2 ans. C'est pour ça que je te dis. Là, exact. Ma rotation d'une moins bonne année. Une rotation de MVP, finalement. Exact. Maintenant que Mike Trout n'est plus abonné dans la Ligue américaine, on peut essayer de penser à quelqu'un d'autre. Oui. Ouais.
Oui, puis même le fait que Otani soit plus là aussi, ça peut ouvrir un peu la Oui, puis que course. Otani lance pas en plus cette année. Oui, c'est Oui, c'est ça. ça, exact. Mais vu Exact. qu'il est rendu dans la nationale, ça ouvre un peu le dossier de l'américaine. Puis j'avais quand même un petit bon deuxième. Je sais qu'on s'en est parlé la semaine dernière dans le podcast, mais José Ben Ramirez, oui, qui évidemment. pourrait se retrouver vraiment dans la discussion à la fin de l'année. Un peu plus sur moins de puissance, plus de versabilité, là, un Ouais. peu Là, vous comme voyez, Rodriguez. José Ramirez et Bobby Witt, probablement, s'ils ne sont Ouais. pas tant que ça regardés à la fin, ce sera à cause de leurs équipes. Bobby Witt, assurément. Ramirez pourrait être dans un club de Cleveland qui pourrait même se faufiler jusqu'aux séries, qui sait, si les lanceurs font un bon travail. On verra. Maintenant, notre Shane, deuxième... Oui, tu Shane veux rajouter? Bieber oui, oui, Shane Bieber qui a Oui, ça va une mieux, hein? saison incroyable. Mhm. Il aurait dû être dans nos comebacks de la semaine dernière. Ouais. Il y a vraiment tout un début de saison. J'ai hâte de voir les Indians. Excuse-moi. Oui, ben oui, ils ont changé les Guardians maintenant. Les Guardians, je suis désolé. Ouais. Vieux réflexe. Un nom Euh, tellement original, les euh, Guardians. oui, 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 je suis désolé. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que si effectivement Bieber est de retour en force, ça peut être vraiment une équipe très redoutable. Donc, à voir leur parcours, sont pas à négliger Non, d'entrée de jeu. clairement pas. Maintenant, on va parler des poules. On a trois Oui, choix chacun de joueurs qui peuvent venir vous aider, surtout avec les blessures du début de l'année. Il y a beaucoup de blessures chez les releveurs, entre autres ce qu'on appelle les closers, donc ceux qui terminent les matchs. Il y en a d'autres aussi qui pensent on avait l'impression qu'ils seraient les joueurs désignés, mais ils ne le sont pas finalement. Et un peu partout, il y a plein de trous malheureusement qui se font avec les blessures et les contre-performances. Donc, Antoine, je te laisserai l'honneur de commencer peut-être avec une première proposition que tu ferais aux gens qui sont présentement dans un pool où ils ont fait leur draft, où ils se prêtent à le faire et ils se demandent un peu qui est-ce qu'on peut aller chercher dans les dernières rondes ou sur le ballottage pour pouvoir s'aider. parfait. Ben, écoute, mon premier nom, Mhm. je vais encore avec les Giants. Oui, Il est disponible dans mes deux poules actuellement. Donc, parfait. il est toujours là et j'y songe énormément, mais c'est Michael Conforto, Ben oui, oui. euh, qui est en ce moment tout feu, tout flamme. Mhm. Euh, Est-ce qu'il vient de faire ses points importants pour l'année? Puis qu'après, il va vraiment ralentir? Est-ce qu'il est déjà trop tard pour le sélectionner parce qu'il a fait comme son moment? Je pense pas. Je pense que c'est quand même un joueur qui a un historique de bien performer. Oui. Euh, donc, bon début de saison. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce qu'il est Est-ce qu'il finalement revenu de sa blessure, de ses fameuses oui, aussi, blessures? Parce que effectivement. c'était ça le problème. Les deux dernières saisons, il n'a pas pu faire des saisons complètes et on s'est même pas rendu à 20 circuits dans son cas. Donc, la perte de puissance était peut-être due à une blessure qui finalement est guérie. Peut-être une option. Fait que c'est sûr que si j'avais encore un drop-in pick de disponible dans notre ligue, j'irais le chercher. Mhm. Malheureusement, j'ai utilisé mes deux pour la semaine. Ah, Mais ok, bon, ben donc t'attends la semaine prochaine parce que, oui. il va être, c'est sûr il va continuer à être sur mon radar. Puis s'il continue à bien performer comme il le fait en ce moment, Mhm. euh, chercher en plus, comme je te dis, il est disponible dans mes deux. Fait que ça veut dire qu'il n'est pas sorti dans les listes, là, si on veut, Non, originales. non, non, c'est ça. Souvent, après deux saisons Donc, de blessure, là, on est malheureusement de côté. Tout oui, comme un de ses collègues, c'est pas nécessairement ma recommandation, là, mais je parlais de Mitch Haniger. Donc, un de ses collègues, Mitch Haniger, est seulement 2 ans après une saison de 40 circuits, 100 points produits. Alors, c'est quand même pas fini non plus, peut-être, pour Mitch Haniger. Va falloir voir ça. De mon Mitch côté, Haniger, ouais, je vais. ce serait vraiment un choix intéressant. Il m'a déjà fait un beau 32, 33 circuits Mhm. bien stylés, là, en une saison dans une de mes poules, puis je l'avais beaucoup aimé, là, j'avais beaucoup Oui. apprécié. C'est pas, Il faut juste savoir qu'est-ce qu'il reste dans le réservoir de ces gars-là. C'est ça qui est important. Moi, je vais proposer, je vais rester dans la même division et puis je vais aller du côté. Il y a eu des blessures de receveurs cette semaine, ne serait-ce que bon, déjà Sean Murphy. Et il y en a d'autres aussi qui sont déjà sur une chaise musicale et ça, c'est très frustrant quand on a un pool. Et puis, oui, bien sûr, on essaie d'avoir peut-être un receveur puis un receveur
adjoints, mais à quel jour les faire jouer, tout ça. Donc, on est bien avec un receveur qui va au moins faire 5 jours sur 7 et qui va peut-être manquer son match classique du dimanche. Et là, je vous en propose un qui semble être vraiment bien en lice pour être celui qui va prendre la place à San Diego. On l'a déjà vu l'an dernier. Il n'avait pas été flamboyant, mais les Padres lui font confiance maintenant, puis c'est Luis Campusano. Luis Campusano va jouer probablement la grande majorité des matchs de San Diego. Son adjoint est, il s'appelle, c'est l'ancien Higushiaka, l'ancien des Yankees. Et puis, ce bonhomme-là a 33 ans et demi. Il n'est pas là du tout pour prendre la place du jeune. Donc, je propose Campusano. Oui, on va s'habituer, hein? Il vient juste d'arriver, le bonhomme. Mais Campusano, je vous le propose vraiment. Puis, allez faire un tour du côté du ballottage ou regardez comme dans les dernières rondes, si vous n'avez pas encore pris votre receveur, ça peut être aussi un bon choix. Un autre nom, Antoine? Il était sur ma liste. Donc, OK. Je suis désolé de couper l'herbe sous le pied. Aucun problème. Je vais y aller avec la saveur de la semaine. Oui. Ronel Blanco. Comment passer à côté? Match sans pas de coup sûr à son premier match de la saison. Comment? C'est sûr que, puis on s'en reparlera dans le troisième bloc, là, des trucs à suivre, puis des pièges à éviter dans les poules en début de saison. Ouais. Mais là, comme ça, rapidement, tu fais pas un match sans point ni coup sûr par erreur. Ça veut pas dire qu'il va avoir une saison saillante, mais ça reste que... Puis en plus, il lance pour vraiment une bonne équipe. Qui n'a pas un bon début de saison, mais ça reste que c'est les Astros, puis ça va se replacer. Je suis zéro inquiet là-dessus. Mon seul peut-être bémol, c'est que Verlander est supposé revenir peut-être 3e semaine d'avril. Est-ce que ça le remet dans le bullpen? Bon. Moi, je pense que c'est JP France qui va sauter, mais bon, c'est mon humble opinion. Oui. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous avez peut-être un affaire qui est très tardif ou quelqu'un que vous pouvez aller rechercher, que vous pouvez aller chercher pour votre prochain match pour vous donner des points, je pense que ça peut être vraiment une bonne idée. Je pense pas qu'il va lancer 9 manches son prochain match, mais il va sûrement... Et s'il reste sur son momentum, il va pouvoir en lancer 5, 6, faire des caves, vous donner des points. Oui, il y a un bon petit trade à faire là, avec lui. Puis, juste pour mettre en perspective par rapport au match sans point de coup sûr, l'an dernier, c'était Michael Lorenzen. Et on sait quel type d'année il y a eu. Donc, c'est toujours relatif, le match sans point de coup sûr, mais ce n'est pas le même type de lanceur. Et c'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, avait subi une tonne de blessures. Et là, pour une première fois, on dirait, il a le temps de venir lancer véritablement, grâce aux blessures des Astros en début de saison. Puis, ça pourrait faire du bien d'aller le chercher. En tout cas, essayez le don. Ça vaut la peine. Tout comme un bonhomme que j'ai pas proposé la semaine dernière, mais qu'il aurait fallu déjà le proposer parce que ça semble même être trop tard pour lui. C'est même plus un secret. Garrett Crochet est venu complètement débâtir mes braves avant hier, avec évidemment le froid. Tout le monde qui est habillé en ninja ou presque. Crochet avec sa balle rapide et puis sa glissante. 2 seuls lancés presque tout au long du match et ça suffit pour mystifier la majorité des lanceurs des Braves, à part Marcell Ozuna, qui lui a décidé de frapper 2 circuits, mais en solo. Alors, ça n'a pas été suffisant. Garrett Crochet, je l'avais dans mon pool lorsqu'il était releveur. Je croyais que ce serait un super stopper éventuellement. Sinon, quelqu'un pour remettre la table. Mais finalement, comme il avait été partant dans les mineurs, il est devenu probablement, en tout cas, un partant de qualité. Et si on regarde juste la qualité de ses balles, sa rapide, il a le stuff, comme on dit en bon français, pour faire un bon bout. Espérons que ce ne sera pas quelqu'un qui pourrait subir une blessure parce que surutilisé ou qui pourrait être tout simplement ralenti par un pitch count, comme on dit, donc éventuellement ne pas pouvoir dépasser les 6e manches à chaque match et peut-être terminer son année précipitamment. On sait que les White Sox, c'est probablement la pire équipe des majeurs, une des pires avec les Rockies et puis les A's.
surprise et c'est une équipe qui n'a pas grand-chose à prouver, ce qui fait qu'ils vont pas risquer de blessure à leur jeune prodige et Garrett Crochet pourrait peut-être ne pas faire toutes ses manches cette année. Cependant, si vous avez besoin, allez le chercher tout de suite parce qu'il va vous en donner d'autres bonnes. C'était pas du tout du hasard, ces deux matchs-là assez exceptionnels et c'est un bonhomme qui va faire autant des retraits sur 3 prises que de tenir ça très bas. Et ce qui est exceptionnel dans son cas, c'est qu'un seul but sur balle avec les 8 retraits sur 3 prises qu'il a réussi à faire contre les Braves. Vraiment une superbe sortie. Puis je pense que c'est un bon bonhomme. Crochet. De toute façon, tu es déjà allé le chercher dans le pool. Oui, et puis, ça, je peux pas te contredire là-dessus. c'est difficile de me contredire. Exactement. Un autre nom de ton côté, Antoine? J'en aurais un dernier. Oui, ok. Ah oui, parce que je t'ai mangé un de tes choix en te lançant quelques Oui, euros comme exactement. ça. Ouais. Je m'en étais préparé 4. Moi, j'irais avec Ryan Mountcastle, Ah oui, ben oui. qui est toujours là, qui est pas régulier, mais dans le sens, il est pas régulier, il est régulier dans l'alignement, là, mais il est pas régulier dans le sens de la performance. Mais ça reste quand même un frappeur de puissance intéressant. C'est un premier but. Des fois, on a de la misère avec les premiers buts. Il y en a de plus en plus. Là. C'est moins le cas qu'il y a 5-6 ans où je trouvais que c'était plus compliqué de trouver un bon premier but. Il y en a beaucoup de pareils, par exemple. Il y en a beaucoup qui font à peu près Ouais, toutes les mêmes choses. C'est pas facile ouais, d'en trouver qui se ouais. démarquent, là, des fois. Non, exact. Là, à Mm. part Freeman, Olsen puis Harper, on s'entend comme le gros trio. Là. Mais c'est un joueur qui est intéressant, puis surtout qui joue dans une équipe qui est extrêmement intéressante. Les Mhm. Orioles, c'est peut-être leur année. Il y a quelque chose là qui. Il n'est pas repêché, il n'est pas pris, il est encore disponible aussi dans mes 2 pools. Donc, si vous cherchez un joueur là, qui pourrait vous aider au premier but, ça peut être vraiment quelqu'un de bien en qui mettre ses sous. Et il fait quand même bien depuis le début de l'année. Donc, Ouais. c'est vraiment pas un Frappe mauvais choix. troisième dans ce line-up-là qui est presque, entre guillemets, pacté. Bon, il y a des joueurs que je trouve un peu suspects, là, comme les Austin Hayes et compagnie, mais il reste que Mountcastle a une belle place. La peur que j'aurais, qu'ils perdent éventuellement des at-bats, comme on dit, au profit d'autres joueurs, surtout si on se décide à monter notre Jackson Holiday préféré avant la fin de l'année. Mais bon, pour l'instant, ça semble solide et s'il est capable de se maintenir, il va garder sa place. Donc, un bon choix quand même. Et puis, malheureusement, il n'a pas été très prisé lors des drafts en général. Surtout si c'est dans une équipe, dans une ligue à 12 clubs et moins, en bas de, je dirais, 21 joueurs, il n'est sûrement pas pris. Alors, vous pouvez aller le chercher. C'est ça. Ouais, et moi, en terminant, je fais un petit cheat parce que je vous propose 2 gars qui sont devenus ou qui deviendront très bientôt les stoppeurs de leurs équipes respectives, mais les 2 viennent avec un bémol. Tout d'abord, du côté de Détroit, il y a le bon Jason Foley qu'on a vu l'an dernier, auquel on croit, mais il faut faire attention avec Foley. Beaucoup de difficultés avec les retraits sur 3 prises et tout ça, c'est pas nécessairement un lanceur de puissance. Donc, c'est un gars qui peut éventuellement se faire cogner malgré tout et est-ce qu'il va être capable de rester en 9e manche si il se fait frapper? Ça, c'est une bonne question à se poser. Et si vous n'allez pas du côté de Foley, vous pouvez aller du côté de la Ligue nationale avec l'Arizona et Jason Ginkel. Kevin Ginkel, pardon. Kevin, lui, a l'an dernier sauvegardé quelques matchs et là, il est de retour sur la position du dernier lanceur de la partie. Le problème avec Ginkel, on le sait, la balle est pas sur la plate, comme on pourrait dire, et donc beaucoup de buts sur balle, et ça peut mener malheureusement à des problèmes en 9e manche. Donc les 2 vous donneront des saves, donc des sauvetages, mais attention, d'un côté comme de l'autre, c'est pas dur comme fer. Il faudra vraiment les regarder aller, puis voir lequel pourra être le plus intéressant pour vous dans les prochaines semaines. Ouais. Jason Foley, si vous le voulez, faites ça vite. Il sort énormément en ce moment. Oui, il sort parce que C'est- on a vu que, bon, avec Alex Lange là, qui fait ouais. défaut à ce moment-là, Foley va devenir sûrement le stopper et on espère justement que les Tigers vont être de mieux en mieux et donc aller vers des matchs serrés et un bon Mais là, stopper pour la fin. déjà, on s'en est parlé un peu la semaine dernière. Là. Détroit, ça se passe bien. Le bon début de Oui, saison, je pense qu'on 4-0, 5-0. oui, Ça se oui. passe très, très
bien là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas que de la chance, mais quand même, il faut attendre à ce que ça devienne plus régulier avec le paquet de jeunes qu'il y a dans l'équipe. On verra si ça reste régulier. Maintenant, on vous a donné des choix de joueurs, mais on parle de stratégie en général. Ouais. Si vous avez à débuter votre pool très bientôt parce que vous êtes un peu en retard avec votre ligue, ou si vous l'avez déjà fait, mais justement, vous voulez faire des ajustements parce que vous n'êtes pas satisfait de vos choix ou il y a trop de blessures, on peut essayer de vous donner quelques petits trucs. Et tu avais proposé ça comme sujet, Antoine, puis je vais Oui. te laisser l'ouvrir, ce fameux sujet-là, Euh, avec nos pools et puis qu'est-ce qu'on peut conseiller. ouais. Mon premier truc, c'est et là, c'est vraiment un truc pour les gens qui ont déjà fait le repêchage. OK, Donc, parfait. le repêchage est déjà fait, que le pool est enclenché, etc. Euh, Faites exactement pas ce que je viens de dire dans le deuxième bloc. OK. Allez pas chercher nécessairement le joueur qui est en feu. Mhm. C'est souvent une grosse erreur parce que souvent le joueur a déjà fait les points que vous auriez aimé avoir, puis qu'il fera pas le reste. Il l'a fait, puis c'est pour ça qu'on va le chercher. Il va pas continuer à faire ses points. Mhm. Ça dépend c'est qui le joueur. Il faut voir l'historique. Il faut vraiment regarder l'historique du joueur avant d'en repêcher un, puis pas faire comme ah, lui, il est en feu, je le veux. Ça vous coûte un drop-in pick ou un choix, si on veut, sur le balotage. Et souvent, et je parle vraiment par expérience Mhm. personnelle, j'ai fait ces choix-là et je l'ai regretté. Ouais. Ah, Mon petit bémol, vas-y, oui. quand c'est une recrue, ça peut être plus intéressant. Si une recrue est en feu ou c'est un joueur qui est en bas de 26-27 ans est en feu, vous pouvez peut-être y aller, dans le sens où peut-être que ça va être une surprise de l'année. Mhm. Sinon, un joueur en haut de 27-28 ans qui connaît vraiment un début de saison canon, moi, j'ai toujours un petit red flag en arrière qui me dit, OK, il est peut-être juste vraiment content, là, peut-être Mhm. qu'il vient de rencontrer une nouvelle fille, il y a une date qui marche vraiment bien, puis il est en feu. Tu sais, Où il est plus blessé, parce qu'il a peut-être été oui, le nombre de joueurs qui jouent avec des oui, blessures, c'est comme au hockey, c'est un peu moins physique, mais les gens jouent avec des blessures régulièrement au baseball aussi. Mm. absolument. Ouais. Euh, Donc, ce serait mon premier conseil Et rapide. je pense que c'est encore plus vrai là, quand on parle de mi-saison, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des joueurs qui ont beaucoup de difficultés avant le match des étoiles et qui sont bien Mhm. meilleurs après et vice-versa. Et vous pouvez regarder leur historique parfois, c'est ça qui va vous donner un peu la puce à l'oreille, mais il y en a toujours qui réussissent à nous surprendre, c'est vraiment pas une science infuse. Moi, l'autre petit conseil que je vous donnerais, c'est tout dépendant des types de pools que vous faites. Si vous êtes habitué à faire des pools plus classiques où on va regarder vraiment les statistiques, les 5 grandes statistiques qui sont les points comptés, les points produits, les circuits et les buts volés, très souvent, ben, vous allez avoir certains joueurs qui vont être très très payants et vous pouvez même vous permettre des joueurs qui vont ne voler que que beaucoup de buts même s'ils ne feront pas de circuit beaucoup et vous aider dans votre pool. Cependant, si vous avez un pool de points, certains joueurs peuvent être vraiment inintéressants même s'ils sont très intéressants d'un côté comme de l'autre. Donc il faut vraiment, dépendant du draft que vous allez faire, valider si le joueur vaut la peine d'un côté comme de l'autre. Je vais vous donner l'exemple d'un joueur qui pour moi est le plus évident. Brandon Nemo. Beaucoup de gens connaissent Brandon Nemo. Et puis, c'est un joueur qui a ralenti quand même avec le temps. Et il n'est plus si tant important et efficace lorsqu'on parle d'un pool très classique avec les circuits, les points comptés, tout ça. Cependant, lorsqu'on arrive dans un pool de points, Brandon Nemo est encore dans les 30 bons voltigeurs qu'on peut aller chercher. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va frapper beaucoup de simples quand même, qui va réussir à ne pas trop faire de retrait sur 3 prises, tout en allant chercher régulièrement le but sur balle. Et tout ça finit par, au final, lui donner quand même une belle figure, alors que dans les autres contextes, il n'est plus vraiment pertinent. Alors, dans ce contexte-là, vraiment valider avec les joueurs qui ont tendance à faire beaucoup de choses sur un terrain, ils vont être beaucoup plus payants dans un pool de points que dans un pool classique où parfois le 15 circuits, 60 points produits, 70 points comptés est un peu sans saveur et pas nécessairement toujours payant. Donc, c'est un des conseils que je vous donnerais. Et même chose, si vous êtes pour aller chercher des joueurs, regardez bien dans quel pool vous êtes parce qu'il y a des joueurs qu'on pourrait considérer comme wow,
on les veut, mais avec le tonne de retraits sur 3 prises qu'ils vont faire, dans un pool de points, vous allez perdre beaucoup de points à cause de ça. Quelqu'un qui a 200 retraits sur 3 prises perd 200 points là, de sa valeur dans un pool. Alors, parfois, c'est majeur. Si on regarde Ronald Acuña l'an dernier, qui a dominé tous les joueurs du point de vue des points, la raison pour laquelle il a fait ça, c'est qu'il a coupé de 40% ses retraits sur 3 prises, tout simplement. Et il est devenu un incontournable, entre autres, grâce à ça. Il a fini, je pense, 60 points devant tous les autres joueurs l'an dernier. Antoine, d'autres petits conseils? J'ai comme deux conseils qui viennent un peu ensemble. C'est pour avant la draft. Jamais ne trop se fier aux listes, plus prendre les listes comme un appui et une mémoire. Dans le sens où c'est plus pour se rappeler que tel ou tel joueur est disponible. Faut jamais hésiter, par exemple, si on est rendu en huitième round, on est 12 équipes, à aller chercher un joueur qui est classé 200. Il faut pas faut pas hésiter à aller pitcher dans les listes parce que souvent les listes sont faites. Souvent, je regarde 4-5 listes et les 4-5 listes, à partir du 20e rang jusqu'à la fin, c'est complètement différent. Il n'y a pas un joueur à la même place. Là. Il y a un consensus pour les 20-25 premiers, peut-être 30 premiers, mais après ça, c'est d'une liste à l'autre complètement différent. Donc, allez-y plus avec avec vos autres recherches parallèles. Si vous voulez, prenez-vous 3-4 listes, mais je trouve que c'est un exercice qui est laborieux. Je préfère me dire que la liste, c'est mémoire, dans le sens où je sais qu'est-ce qui reste dans. C'est quoi les noms des joueurs qui sont là, blablabla, et plus essayer de faire de la recherche parallèle avec une liste, barrer mes noms, avec juste une liste, puis essayer de construire autour de ça. Ouais. Mon deuxième truc, c'est les positions. Très important. Les multipositions sont toujours extrêmement intéressantes. Là, par exemple, Mookie Betts, il joue deuxième, shortstop, puis il joue dans le champ. Pour un pooleur, il y a mieux parce qu'après, tu peux construire le reste de ton alignement. Ah merde, j'ai pas de. Ah oui, ben, j'en ai un deuxième but, c'est Mookie Betts. Il y a moyen d'organiser. Et par exemple, Crochet, qui est RP pour un lanceur. Qui est un releveur, qui est considéré encore comme un releveur, oui, effectivement. Exact. Ben, qui va bientôt être. Qui va avoir sa double disponibilité bientôt. Mais si vous êtes dans des pools où vous n'avez pas nécessairement beaucoup de disponibilité au niveau des lanceurs, mais vous avez un bon bench, très intéressant d'aller chercher des RP parce que vous pouvez les mettre au lieu de vos RP quand c'est à leur moment de lancer, quand ils lancent leur ils font un vrai départ. Donc, double disponibilité ou même juste RP, mais qui est un starting, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet des fois, moi, il n'y a rien de pire, je trouve, que de laisser un lanceur sur mon bench qui start parce que j'ai pas la place dans mon alignement. Donc, les RP peuvent vraiment vous aider à venir chercher des départs supplémentaires. Tout à fait. Et puis, on peut en nommer certains noms. Là. En tout cas, j'en ai 3 déjà dans mon équipe. Oui, ça veut pas dire qu'ils vont vivre très longtemps, là, mais on verra comment ça va se passer. Et en dernier lieu, moi, ce que je propose aussi, c'est de bien valider quelles sont les positions où il y a de la profondeur. Donc, vraiment, avant de faire vos choix, il faut toujours valoriser les positions sur lesquelles vous allez pouvoir prendre l'avantage sur les autres. C'est-à-dire que d'avoir de bons premiers buts et de bons troisième buts, ça a beaucoup de valeur présentement parce que il n'y a pas beaucoup de profondeur à ces positions-là. Lorsqu'on arrive à l'extérieur des grandes vedettes, on tombe rapidement justement sur les Ryan Mountcastle et compagnie et il y a de moins en moins de voltigeurs. Donc là, les positions qui sont assez profondes, où il y a beaucoup de joueurs assez intéressants qui ne vont pas vous mettre trop loin des meilleurs, on pourrait dire qu'au receveur, il y a une dizaine de receveurs qui sont valables. Évidemment, si vous pouvez avoir les 3 meilleurs, tant mieux pour vous. Mais je dirais que globalement, vous pouvez aller quand même assez en profondeur avec ça. Et les deuxièmes buts et puis les arrêts courts, maintenant, il y en a de plus en plus. On n'aura pas tous des Bobby Witt Jr., évidemment. On n'aura pas tous non plus des Ozzie Albies. Mais il faut voir que la différence entre les moins bons joueurs de deuxième but que l'on peut se régulier et les premiers est moins grande que chez nos voltigeurs, où très souvent vous avez besoin de 3, peut-être 4 dans certains
certains pools et les voltigeurs commencent à en arracher beaucoup cette année. Il y a plusieurs groupes, là, même l'équipe au grand complet, que ce soit les Aces, que ce soit les Mets, où il n'y a même pas de voltigeurs qui sont nécessairement valables là, de première instance. Donc, dans ce contexte-là, ben, il faut vraiment se lancer rapidement pour couper l'herbe sous le pied peut-être à vos adversaires, pour aller chercher les joueurs qui sont dans des positions habituellement un peu où il y a moins de profondeur. Et puis si vous avez beaucoup de lanceurs partants disponibles, allez en chercher le plus possible parce qu'il n'y a rien de pire lorsqu'un lanceur partant se blesse malheureusement sur les 12 équipes et plus dans les pools, c'est très difficile de trouver un remplaçant. Malheureusement, souvent, ces gens-là, ces joueurs-là ne feront même pas 5 manches ou vont être sur des spot start, comme on dit. Donc, vont lancer 2 ou 3 matchs et après vont être retournés dans les mineurs ou vont retourner dans le clos des releveurs. Donc, on ne veut pas une tonne de lanceurs partants comme ça pendant l'année. Sinon, c'est là qu'on va perdre, que ce soit surtout head-to-head ou que ce soit sur un décompte annuel. Donc, voilà un peu pour nos petits conseils. Puis, cette semaine, ben, on a réussi à faire un peu plus court. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Alors, merci beaucoup, Antoine, pour encore cette belle petite discussion de baseball avec toi. Puis, on a fait des invitations, puis on espère avoir des invités très bientôt, là. Ah, j'ai confiance. Je travaille T'as pas fort mal là-dessus. confiance? OK. Oh, ouais, j'ai très confiance. C'est bon. Fait que je te laisse mettre de la pression sur nos amis amateurs de baseball. Puis je te revois la semaine prochaine, même heure, même poste, pour un autre base call. Merci beaucoup, Antoine. Absolument. Merci. Bye Bye, tout le monde. Martin.